Chapitre 17. La conquête de l'Amérique. Je n'ai de ma traversée du continent qu'un souvenir confus d'accueil joyeux, d'encouragement, de télégrammes de félicitations, de fruits, de fleurs, d'acclamations, de hurrahs et de poignées de main. Je voyageais dans un premier temps à bord d'un magnifique wagon décoré de fleurs odorantes et entraîné à vive allure par la locomotive à travers les vallées et les montagnes. Plus vite, c'était incroyable. Une escorte digne d'une reine. Il se disait que personne n'avait reçu autant d'ovations. Mes compatriotes étaient très fiers que ce fût une des leurs qui ait relevé pareil défi. Quant à moi, je me félicitais que ce fût une femme qui ait réalisé cet exploit. L'intérêt que chacun me portait fut peut-être la plus grande récompense. Tous espéraient que je puisse finir mon tour du monde à temps, comme si leur réputation était en jeu. Le train spécialement affrété pour moi démarra à la minute où je montais à bord. Le directeur du port de San Francisco, l'inspecteur des douanes, l'officier des quarantaines et le superintendant de la compagnie O&O, tous avaient veillé afin d'assurer mon transfert dès mon arrivée. Ils n'étaient pas les seuls à avoir sacrifié de précieuses heures de sommeil. Une pauvre petite journaliste avait passé une nuit blanche dans l'espoir de m'interviewer en vain. J'obéissais à tous, me laissais mener à droite, à gauche, comme une invitée passive, car j'ignorais ce qu'il allait advenir de moi sur le continent. Ce ne fut qu'une fois loin de San Francisco que je pris conscience de ce tourbillon, et, si j'avais su qu'un train m'attendait, j'aurais fait grimper tous les journalistes à bord. Mon train était composé d'un superbe wagon-lit, le San Lorenzo, et d'une locomotive, The Queen, une des plus rapides de la ligne du Pacifique Sud. « Quand souhaiteriez-vous arriver à New York, Miss Bly ?» s'enquit Mr. Bissell, l'agent de liaison Atlantique-Pacifique. « Pas plus tard que samedi soir, répondis-je certaine de demander l'impossible. « Très bien, comptez sur nous, m'assura-t-il. Sa détermination m'inspira toute confiance. Après Oakland Mall, nous atteignîmes rapidement la grande vallée de ce San Joaquin, une plaine verdoyante que la voie ferrée coupait sur 500 km, aussi droite qu'un rayon de soleil. Nous filions à la folle vitesse d'1,5 km à la minute, sur des rails si parfaits que l'on croyait rouler sur du velours. Nous nous arrêtâmes à Merced, deuxième étape du périple, où je fus accueilli par une foule en habit du dimanche. Quand je demandai s'il s'agissait d'un pique-nique, mes accompagnateurs m'apprirent que tous ces gens s'étaient déplacés spécialement pour moi. Surprise, je me hissai sur la plateforme du train pour les saluer. Une immense clameur, presque effrayante, s'éleva de l'assemblée, et une fanfare attaqua « By Nelly's Blue Eyes ». On me tendit un plateau de fruits, de bonbons et de noix, le cadeau d'un garçonnet qui me toucha plus que s'il s'était agi du présent d'un roi. Le train se remit en route. Mes deux accompagnateurs et moi-même n'eûmes rien d'autre à faire qu'admirer le paysage à travers lequel nous filions comme un nuage dans le ciel, lire, compter les poteaux électriques et câliner le petit singe. Rien ne me faisait plus envie que de me laisser aller, pour le salut de mon corps comme pour celui de mon esprit. Je ne pouvais de toute façon plus rien faire. J'étais impuissante face au destin, à bord de ce train qui me conduirait au bout de mon périple. Ce repos forcé était si agréable que je souhaitais que le train n'aille pas si vite. À Fresno, en Californie, on m'offrit des fruits, du vin, des fleurs. Les hommes qui m'abordèrent s'intéressaient à mon coup de soleil sur le nez, à mes diverses péripéties, au nombre de kilomètres que j'avais parcourus. Les femmes voulaient examiner la seule robe que j'avais portée durant tout le voyage, ma cape, mon chapeau, mon sac et mon petit singe. New York World, 23 janvier 1890. Bientôt de retour. Celle qui a fait le tour de la Terre pour le World a traversé presque la moitié du pays. Elle se comporte comme un ingénieur. Une folle aventure à bord de l'énorme locomotive. Nellie Bly échappe à une horrible mort. Nous avons reçu cette dépêche à 2 heures du matin. Gallup, Nouveau-Mexique, 22 janvier. Nellie Bly saura sûrement qu'elle a échappé de justesse à la mort en lisant cet article. Elle est passée ici à bord d'un train spécial roulant à plus de 80 km à l'heure. À 5 km à l'est de Gallup, des cheminots remplaçaient des longerons d'un pont surplombant un canyon. Les rails étaient en place mais ne tenaient qu'avec des vis. Les ouvriers ont entendu approcher le train spécial et essayé de l'arrêter, mais c'était trop tard. Dans un vacarme assourdissant, la locomotive et le wagon sont passés au-dessus du ravin sans encombre. Les cheminots qui ont vu le train franchir à toute allure ce pont en allumettes ont déclaré qu'il s'agissait d'un véritable miracle, l'un des plus merveilleux de l'histoire des chemins de fer.
Si la bonne étoile qui a accompagné Lily Bly pendant les 37 000 premiers kilomètres de son périple continue à briller pour elle dans cette dernière étape, notre globe-trotteuse devrait arriver à l'heure demain à Chicago pour attraper le train de la compagnie Pennsylvania Railroad. Nous roulions à vive allure le premier jour lorsque j'entendis le train siffler très fort puis un grand fracas. Il freina jusqu'à l'arrêt complet et nous descendîmes pour contempler les dégâts. 2 hommes se tenaient à proximité des rails. Nous avions visiblement percuté une draisine. Le conducteur nous indiqua un morceau de métal tordu et les éclats de bois qui parsemaient les alentours. C'est tout ce qu'il en restait. L'un des hommes qui nous avait rejoints lança, furieux mais impressionné, « Ma parole, vous rouillez comme des beaux diables !»« Merci pour le compliment, » rétorquai-je. Nous rîmes de bon cœur. Il n'y avait fort heureusement pas de blessés. Nous nous dîmes au revoir dans la bonne humeur. À la gare suivante, une foule à nouveau m'attendait. Parmi elles, un homme cria « Nelly Bly, laissez-moi vous approcher !» Curieuse, la foule s'écarta pour le laisser me rejoindre sur la plateforme. « Nelly Bly, touchez ma main !» m'exhorta-t-il. Comme j'obéissais, il s'écria « Le succès est avec vous, je tenais la patte gauche d'un lapin !» Je ne suis pas de nature superstitieuse, mais lorsque j'appris qu'un pont s'était écroulé juste après notre passage et que notre locomotive s'était décrochée après avoir perdu une roue, je me demandais si la patte de lapin n'y était pas pour quelque chose. Lors d'un nouvel arrêt, un homme m'interpella. « Êtes-vous monté sur le dos d'un éléphant, Nelly ?» Et quand je répondis par la négative, il secoua la tête et quitta les lieux. Une autre fois, des policemen furent appelés à la rescousse afin de contenir la cohorte de gens qui se pressaient pour me saluer. Un policeman fut emporté par un mouvement de foule, alors son confrère se tourna vers moi et me confia d'un ton résigné « Oh, j'abandonne, car moi aussi je voudrais vous serrer la main. » Il allait m'atteindre lorsque les gens le poussèrent sur le côté. À chaque nouvel arrêt, je me penchais du haut de ma plateforme pour serrer des mains. Lorsque le train repartait, certains couraient à côté des rails, serrant ma main autant qu'ils le pouvaient. Mes bras me firent mal à la longue, mais j'étais ravie d'être entourée des miens et de leur faire plaisir. « Venez vivre ici, Nelly, et vous serez élu gouverneur !» me souffla un homme au Kansas, et à en juger par les acclamations que je reçus, il devait dire vrai. Je reçus des télégrammes d'encouragement du pays entier, adressés à Nelly Bly ou au train de Nelly Bly. L'accueil fut partout des plus chaleureux. Je vis plus de 10 000 personnes à Topeka, et le maire de Dodge City me présenta ses vœux. J'avais très envie de découvrir Kansas City, mais nous fîmes un arrêt à la sortie de la ville pour gagner 30 minutes sur notre itinéraire. À Hutchinson, le Ringgold Cornet Band m'accueillait en musique, tandis qu'ailleurs, un maire m'assura qu'un orchestre s'était déplacé pour moi, mais que, dans l'excitation, les musiciens avaient oublié de jouer. New York World, 23 janvier 1890. Continuez à parier. Le coupon du concours Nelly Bly paraîtra aujourd'hui pour la dernière fois, car la circumnavigatrice arrivera demain à Chicago si tout se déroule comme prévu. À partir de là, les paris cesseront. Les coupons sont à retourner par courrier au siège du World, le cachet de la poste faisant foi. Le tour du monde de Nelly Bly prendra officiellement fin quand elle descendra du train à Jersey City. Au moment où elle posera les 2 pieds sur le quai, 3 personnes armées de leur chronomètre enregistreront à 1/5 de seconde près le temps qu'a mis Nelly Bly pour achever sa course incroyable contre la montre. Une nuit, je restais éveillée jusqu'à 4 heures du matin pour répondre aux questions d'une jeune journaliste de Kearney, dans le Nebraska, qui avait parcouru près de 1000 kilomètres à la seule fin de me rencontrer. Je dictai ensuite à un sténographe un compte-rendu de mon voyage. Le pauvre ne supportait pas le roulis du train. J'avais fermé les yeux pendant à peine 2 heures lorsque le bagagiste me prévint de notre arrivée imminente à Chicago. Je m'habillai et bus le peu de café qui nous restait, car nous avions copieusement servi nos invités à bord. Je fus surprise en ouvrant la porte de ma chambre de constater que le wagon était rempli de jolis garçons. C'étaient des journalistes membres du Chicago Press Club, montés à Joliet pour faire ma connaissance et m'escorter jusqu'à leur ville. Mr. Cornelius Gardiner, le vice-président du club, s'était occupé d'organiser une petite réception. Avant d'arriver à Chicago, j'avais déjà répondu à leurs questions et nous bavardions entre autres choses de mon nez brûlé par le soleil, de mon unique robe et de mon petit singe si doué. J'étais si heureuse d'être de retour au pays que j'aurais voulu passer la journée à Chicago. Des voitures attendaient de nous conduire au Press Club. Je montai dans un coupé avec Mr. Gardiner, qui déclara plus tard dans un compte rendu de ma visite avoir été tenté de me garder avec lui. Cela me fit rire, car j'avais eu moi-même envie de le kidnapper et de l'emmener avec moi pour la grande stupéfaction du public qui m'accueillerait à New York.
Dans les beaux salons du Press Club, je rencontrai le président Stanley Waterloo, entouré de brillants confrères. Mon train étant arrivé bien en avance, bon nombre de membres du club manquaient à cette petite réception informelle donnée en mon honneur. Puis on me conduisit chez Kingsley's, où m'attendait un petit déjeuner. J'appris que suite à un malentendu, aucun des hommes n'avait mangé depuis la veille au soir. On m'escorta ensuite jusqu'à la chambre de commerce de Chicago. C'était un véritable pandémonium. Les gens se hurlaient au visage, s'interpellaient pour passer des marchés. Je montai au balcon lorsqu'un homme encore dans le feu de l'action m'aperçut et s'écria « Mais c'est Nellie Bly !» En un instant, la foule déchaînée devint silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Tous les visages se tournèrent vers moi, puis une salve d'applaudissements retentit. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur Chicago, mais nulle part je n'ai vu une femme recevoir autant d'acclamations que dans cette ville. Les cris furent saisis de « Un discours! Un discours !» Mais je me contentais de soulever ma coiffe et de les saluer d'un signe de la tête. Les vivas redoublèrent. Puis le moment vint de gagner la gare Pennsylvania, où je fis avec regret mes adieux. Je ne les remercierai jamais assez du formidable accueil qu'ils réservèrent à une jeune femme couverte de coups de soleil. Je voyageais désormais à bord d'un train régulier qui se traînait horriblement. Je n'avais plus de wagon-lit mais une petite cabine, et j'avais si peu de place que je dus me séparer des paniers de fruits et de fleurs. À Chicago, j'avais reçu un câble qui m'avait manqué à San Francisco et me fit rosir de plaisir. À la demande de M. Verne, le message suivant devra être remis à Nellie Bly lorsqu'elle foulera le sol américain. Monsieur et Madame Jules Verne adressent sincères félicitations à la jeune et intrépide Miss Nellie Bly. Il n'y avait pas de restaurant à bord du train, aussi nous dûmes nous arrêter pour nous sustenter. Lorsque nous descendîmes à Logansport, je fus la dernière à quitter le wagon et sur le quai, un jeune inconnu m'interpella en agitant son chapeau. « Hurrah pour Nellie Bly !» Les badauds de la gare me félicitèrent et même quand j'eus atteint le buffet, ils restèrent derrière les vitres à m'applaudir. Lorsque je m'installai pour manger, on me servit plusieurs plats qui portaient l'inscription « À votre succès, Nellie Bly ». Bien après la tombée de la nuit, nous atteignîmes le dépôt de Columbus, où un comité d'accueil m'attendait là aussi. Une délégation de cheminots m'offrit des fleurs et des chocolats. Nous reprîmes la route pour Pittsburgh et je pus enfin aller me coucher. Je me réveillai le matin pour saluer les milliers de bonnes âmes venues me fêter à Harrisburg. Le Harrisburg Wheelman Club m'offrit une composition fleurie en souvenir de ma course. À Lancaster, je fus également ovationné et des journalistes basés à Philadelphie montèrent à bord. New York World, 25 janvier 1890, enfin à la maison. Nellie Bly arrivera en gare de Jersey City cet après-midi. Elle sera accueillie par une salve d'artillerie. Des coups de canon seront tirés de New York et de Brooklyn, le record de vitesse du jour. Nellie Bly aura terminé son tour du monde à 3h52 cet après-midi si le train de la compagnie Pennsylvania Railroad est à l'heure. À peine aura-t-elle posé le pied sur le quai de la gare de Jersey City que tout New York sera averti de son arrivée. 10 coups de canon retentiront de Battery Park pour lui souhaiter la bienvenue. Et au même moment, 10 autres tonneront de Fort Greene Park à Brooklyn pour lui rendre hommage. Ceux qui ont chronométré Miss Bly arrêteront leur montre et pour la première fois dans l'histoire du monde, la circumnavigation de la Terre par une femme sans guide ni escorte sera consignée. J'arrivai à Philadelphie avant même que je me sois rendu compte de quoi que ce soit. Mon aventure avait été si formidable que je redoutais presque qu'elle se terminât. Quelques amis et des journalistes me rejoignirent, puis nous nous mîmes en route vers New York. Il me fallait à tout prix écrire un discours avant Jersey City. On me conseilla de sauter sur le quai afin de marquer la fin de mon grand voyage autour du monde. La gare était remplie de milliers de concitoyens, et lorsque je posai enfin le pied à terre, la foule cria comme un seul homme, suivi par les canons de Battery et Fort Greene qui tonnèrent en mon honneur. J'ôtai mon chapeau et criai joyeusement avec la foule, non pas parce que j'avais accompli mon tour du monde en 72 jours, mais parce que j'étais de nouveau parmi les miens.